peut-être garder le terme matinale, mais ces trois prochaines matinales d'automne d'Avocat Lab 92, l'incubateur du barreau, auront lieu le soir avec Noémie Kempf. Donc, on commence par un premier webinar sur le content marketing, la création de contenu pour les avocats. Et en octobre, non, nous sommes en octobre. En novembre et en décembre, on aura deux ateliers pratiques un peu plus longs, gratuits. Les ateliers deviennent gratuits sur le comment créer une newsletter et puis également sur après les podcasts et les streams, qui sont des façons de faire passer des messages à vos clients ou vos futurs clients. Donc là, on va commencer, je pense, un peu par la théorie et puis le mois prochain, on passera à la pratique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Avocat Lab à la rubrique matinale, une rubrique dans laquelle vous retrouvez également les replays des anciennes matinales, donc sur LinkedIn, le legal design, comment créer un site internet et tant d'autres choses pour vous faire gagner en compétences numériques. Donc je vais laisser Mélissa Laroche, que vous connaissez si vous êtes des fidèles de nos matinales, et Noémie, que vous avez peut-être vu le mois dernier, vous former. N'hésitez pas à poser des questions par le chat, notamment. C'est pratique, des questions même bêtes. Il n'y a pas de niveau, de compétences ou autre. Vous êtes là pour apprendre, pour progresser. Donc, quelles que soient vos connaissances en la matière ou votre appétence pour le sujet, n'hésitez pas à poser des questions, demander. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, je vous souhaite un bon webinar. Mélissa, tu es en muet. J'avais prévu de laisser Noémie intervenir, mais l'idée aujourd'hui, c'est donc de donner la parole à Noémie, qui est experte sur toutes les questions de brand, de marketing digital et de brand, de contenu de marque. L'idée, en fait, Noémie intervient beaucoup sur d'autres sujets avec moi chez KPMG auprès de nos intrapreneurs. Et comme tout avocat a peut-être vocation à devenir un entrepreneur, que ce soit en donnant plus d'accès au droit à travers des idées telles que celles qu'on a pu avoir dans l'incubateur d'Avocat Lab 92 ou pour développer l'activité de son cabinet d'avocat ou développer son réseau. On a pour envie de faire intervenir des personnes comme Noémie qui vont vous aider à construire votre stratégie de contenu, donc non pas pour le développement d'une marque, mais cette fois-ci pour le développement de votre activité d'avocat. Donc, Je vais juste reprendre la parole une dernière fois pour vous dire que vas-y. dans le chat, vous trouverez un petit formulaire pour avoir votre ressenti sur la formation. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre. Et puis, je vous ai mis le lien vers le site d'Avocat Lab avec les matinales, donc, et les replays et les prochaines matinales pour vous inscrire. Voilà. Et bien, Noémie, c'est à toi. Merci. Du coup, je vais passer en partage de slides. Alors, tac. Vous me dites si vous le voyez. Est-ce Ça y est, que c'est bon? C'est bon, c'est en train de charger? Ça y est, c'est bon. OK, nickel. Bonjour à tous. Merci de nous accorder cette petite heure qu'on va passer ensemble pour parler de content marketing, qui est un terme peut-être un peu effrayant pour certains d'entre vous, mais je vous rassure, c'est simplement un ensemble de méthodes pour créer un lien en fait durable avec votre audience et les personnes avec qui vous interagissez dans le cadre de vos activités professionnelles au quotidien. Très rapidement, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine, non, c'était pas la semaine dernière, le mois dernier, pour la première édition de mes interventions. Je m'appelle Noémie Kempf et je suis brand et content stratégiste indépendante depuis maintenant 2 ans et demi. Ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne les marques dans la définition de leur stratégie éditoriale. Donc, en fait, je les aide dans les marques et plus globalement les entreprises, pardon, dans la définition de leur prise de parole en ligne ou hors ligne, pour les aider en fait à trouver un discours authentique qui va leur permettre de vraiment connecter efficacement avec leurs audiences et leurs futurs clients. J'ai aussi coécrit un livre sur la formation en réalité virtuelle. J'ai investi dans des startups dans les secteurs de l'éducation et du futur du travail. Et je suis depuis peu digital nomade et c'est ma faute que la matinale se déroule à 18h. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est le matin. Je suis sur un fuseau horaire un peu différent du vôtre et c'est la raison pour laquelle la matinale n'est plus matinale. Alors, je m'excuse et merci d'être là avec nous. Je suis aussi la fondatrice de The Storyline. The Storyline, c'est
Micromédia, qui est dédié au storytelling et plus globalement à l'exploration du changement de paradigme dans les rapports entre les consommateurs et les entreprises. Aujourd'hui, on observe un ensemble de changements auprès de la société dans les méthodes et les attentes de consommation. Et bien, du coup, les entrepreneurs, vous, les marques, etc., tout le monde doit s'adapter. Et c'est ce que j'explore dans The Storyline sous forme d'un podcast, d'une newsletter et d'interventions publiques de temps à autre. Donc, comme je vous le disais justement en parlant de paradigme, encore une fois un mot qui fait peur, mais qui désigne quelque chose de relativement simple. Aujourd'hui, on est dans un contexte de consommation en pleine évolution et on pourrait dire que les comportements d'achat changent énormément, mais sous certains aspects, pas tant que ça. Je dis des choses un peu paradoxales, il faut s'accrocher, hein, le marketing, c'est compliqué. Mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que selon une étude du BCG réalisée il y a pas très longtemps auprès de, plus de 200 000 consommateurs dans le monde, le bouche à oreille direct a 4 à 5 fois plus d'impact sur l'acte d'achat que les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. C'est énorme. C'est énorme et ce que l'étude, en fait, mettait en exergue, c'est que 50 des consommateurs, en tout cas des répondants, donc les 100 000 personnes qui ont répondu à cette étude, font d'abord appel à leurs amis et à leur famille avant de faire un achat. Mais aussi que les sites web des entreprises sont la deuxième source d'information et que les blogs et forums sont le troisième espace consulté par un consommateur pour trouver des informations pertinentes sur les produits qu'il recherche ou les questions qu'il ou elle se pose. Et au final, les réseaux sociaux ne représenteraient, contre toute attente, qu'une part assez mineure de nos habitudes de recommandation et du coup de l'influence sur nos comportements d'achat, 10% selon le BCG. Qu'est-ce que ça implique pour vous et pour tout le monde globalement? C'est qu'aujourd'hui, il y a un élément central qui est devenu indispensable pour approcher ses futurs clients, c'est la confiance. Il faut en fait, avant de vendre quelque chose, tout simplement de proposer, de présenter une offre, il faut avoir créé tout un ensemble toute une légitimité et de la confiance avec les gens qui interagissent avec vous. Et deuxième chose que ça implique pour vous, c'est que, pour atteindre, vos futurs clients, vos cibles, il faut avoir une présence en ligne qui soit assez fournie et multicanal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, globalement, n'importe quel profil, sont extrêmement sollicités et sont, confrontés à une masse d'informations immense chaque jour. C'est très dur pour eux de savoir sur quoi se concentrer et à quoi donner de l'attention. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les entrepreneurs prennent la parole en ligne et c'est dur de faire entendre sa voix. Donc, ce que moi, je vous recommande, et on va en parler dans cette intervention, c'est de parier sur une présence qui soit multicanale, encore une fois, donc sur plein de canaux de communication et de diffusion de votre contenu, notamment, d'une part, votre site web, celui de votre cabinet, et un blog potentiellement pour établir votre légitimité, pour créer cette confiance dont on parlait, et les réseaux sociaux pour démultiplier votre visibilité. Parce que même si, je vous l'ai dit, du coup, les réseaux sociaux ne représentent qu'une part mineure de l'acte de la décision d'achat. En revanche, ils sont extrêmement efficaces pour la découvrabilité de votre cabinet et de vos activités. Par ailleurs, une autre tendance qui est quand même importante à garder en tête, c'est que la prospection directe, qui consiste à vraiment aller chercher ses futurs clients et à les démarcher, elle montre ses limites. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas forcément envie qu'on les interrompe dans leur quotidien, qu'on les dérange, qu'on leur envoie un email qui n'est pas sollicité, qui n'est pas demandé. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette relation de confiance pour que au fur et à mesure, ils pensent à vous, ils vous connaissent, ils vous reconnaissent pour vos sujets d'expertise et que le jour où ils ont un besoin auquel vous pourriez éventuellement répondre, ils pensent à vous et vous serez une évidence pour eux. Comment concrètement s'y prendre, parce que c'est bien beau tout ça? Eh bien, il y a une approche qu'on appelle l'inbound marketing et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois, un terme marketing qui peut être un petit peu critique, mais qui reste très, très simple dans son application. L'inbound marketing, c'est un terme qui a été inventé par une entreprise qui s'appelle HubSpot en 2006. HubSpot, c'est devenu aujourd'hui le leader des services marketing. C'est un CRM, donc c'est un outil qui permet de suivre ses activités commerciales et ses cibles, enfin ses futurs clients, pour
en fait, avoir un suivi et une visibilité globale sur son chiffre d'affaires. Et HubSpot a donc créé le terme d'inbound marketing. C'est une stratégie qu'ils utilisent beaucoup. L'inbound marketing, en fait, c'est une stratégie de création de contenu qui va permettre d'attirer des visiteurs sur son site pour ensuite les convertir en clients grâce à des techniques comme l'automatisation et la création de contenu. Concrètement, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? On appelle aussi ça l'approche entrante. C'est une approche qui consiste à attirer ses futurs clients à soi en créant des contenus à forte valeur ajoutée et en leur proposant des expériences personnalisées à ses clients, à ses futurs clients plutôt. Et ça passe par des formats de contenu comme le blog, les vidéos virales, les newsletters, et j'en passe, et des meilleurs. Il y en a plein d'autres et on en parlera un peu plus en détail ensuite, mais je voulais vous donner une visibilité sur ce qu'était concrètement le contenu. Pourquoi inbound? Parce que je le répète beaucoup, mais c'est vraiment important, c'est la meilleure manière aujourd'hui de se positionner, non pas comme une entreprise ou une marque, entre guillemets, mais de créer en fait les bases de la confiance en se positionnant comme un partenaire. Parce que le contenu que vous allez créer, il va être utile à votre audience, à vos futurs clients. Ça va vous aider à devenir en fait une source de référence pour eux, à créer un lien fort dans la durée et à travailler une relation pérenne. C'est un concept qui est opposé à ce qu'on appelle l'outbound marketing, qu'on appelle aussi l'approche sortante. L'outbound marketing, c'est vraiment l'inverse, l'extrême opposé de l'inbound. Ça consiste à aller chercher sa cible, à lui pousser de manière proactive son contenu, son offre. Et c'est une approche qui aujourd'hui est en perte de vitesse totale parce qu'elle est qualifiée, enfin, elle est considérée souvent comme intrusive. L'outbound, c'est par exemple la publicité sponsorisée, le fait de ce qu'on appelle le cold emailing, donc envoyer des emails non sollicités à vos futurs clients ou à des gens dont vous avez récupéré l'adresse email quelque part au détour des internets, ou bien de la prospection téléphonique. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inbound. Et l'inbound, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il repose sur un concept fondamental, oserais-je dire millénaire, qui est en fait très simple. C'est ce qu'on appelle le pay it forward. Donc, donner avant de recevoir ou de demander. Et vraiment, on va revenir dessus. Les règles principales de l'inbound, elles reposent sur cette notion de donner d'abord pour créer de la confiance avant, en fait, de parler de ce que vous faites, de vos activités professionnelles, de vos offres, et cetera, et cetera. Quelles sont les règles principales de ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc le marketing entrant? Première chose, c'est important de délivrer une valeur tangible et mesurable par le biais de vos contenus. Il faut que vos audiences qui consomment vos contenus, elles considèrent que vous avez apporté de la valeur à leur quotidien grâce au contenu qu'elles ont consommé. Deuxième règle importante, c'est d'être spécifique et précis dans la compréhension des besoins de votre audience. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que vous créez du contenu qui soit vraiment pertinent pour votre audience. Troisième chose, être patient ou patient. Le marketing de contenu et le fait de créer du contenu, c'est une approche c'est un jeu qui se joue dans la durée. Vous n'aurez jamais de résultats en quelques jours ou en quelques semaines. C'est quelque chose qui prend des mois, parfois même des années, non peut-être pas des années, mais à minima 3-4 mois avant de porter ses fruits et avant de commencer à vous apporter une crédibilité auprès de votre audience. Mais c'est quelque chose qui paye sur le long terme. Concrètement, parce que là, je vous ai donné pas mal de théories, comment est-ce que ça s'organise l'inbound marketing? Comment on s'y met? Très simple, quelques étapes que je vous les ai listées ici et que je vous invite à reprendre si vous choisissez de vous mettre à l'inbound, ce que je recommande aussi chaudement. Première chose, observez. Observez comment, regardez, que font vos confrères, vos consoeurs, de bonnes pratiques, mauvaises pratiques. C'est important de regarder ce qui se fait sur son marché et de pouvoir en fait s'approprier les bonnes pratiques. Il y a une citation que j'aime beaucoup parce que parfois on est un peu réticent à tout simplement reprendre la tambouille et la sauce secrète des autres, parfois des concurrents. Mais en réalité, donc cette citation, c'est une citation, il me semble, de Picasso, qui dit les bons artistes copient et les excellents artistes, voire les génies, volent. Et en fait, il n'y a pas de mal à reprendre des bonnes pratiques. L'important, c'est de ne pas simplement les copier bêtement, avec quelques mots qui changent ou quelques sujets qui changent, mais de vous approprier ces bonnes pratiques avec vous, ce qui fait votre essence, votre unicité, votre individualité.
Et deuxième chose à observer, en fait, votre audience. Qui sont vos clients? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait avant de faire appel à vous ou à un confrère, une consoeur? Comment est-ce que vous pouvez vous mettre à leur service par le biais du contenu, au-delà des prestations que vous fournissez? Comment est-ce que vous pouvez les aider dans leur quotidien, les rassurer? Deuxième étape, introspection. C'est important aussi de regarder à l'intérieur. Quelles sont les particularités de votre cabinet, de vos confrères et consoeurs qui travaillent avec vous? Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce que c'est en fait votre atout, votre facteur différenciant? C'est quelque chose d'important qu'il va falloir faire ressortir dans toutes vos prises de parole, dans votre site web, dans votre blog, etc. Et quelles sont vos convictions et vos valeurs? C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais qui est de plus en plus important. On parlait d'un changement de paradigme aujourd'hui. Les gens consomment plus forcément en fonction, de critères d'utilité ou de prix, que ce soit, sur des services ou même des produits de consommation quotidienne. Aujourd'hui, les gens attendent que les entreprises et les marques qui consomment, elles aient des valeurs, elles aient une identité et qu'en fait, ces consommateurs se retrouvent dans ces valeurs et cette identité. Et pour ça, ils sont prêts à, adapter leur mode de consommation, si vraiment, ces valeurs, résonnent auprès d'eux et les font se sentir, bien et légitimes dans leur quotidien. C'est un petit peu contextuel, enfin conceptuel et poussé, mais c'est une réalité que de plus en plus d'études sont en train de montrer, notamment pour, les plus jeunes générations. Troisième étape, le cadrage. Vous avez compris ce qui se passait sur votre, secteur d'activité, vous avez compris qui vous étiez et ce qui vous démarquait. Et troisième étape, c'est maintenant de mettre en place une forme de «stratégie» entre guillemets, autour de votre création de contenu. Et les questions à vous poser, c'est, de quelle thématique va-t-on parler? En fait, quel contenu, pourrait être pertinent pour, nos futurs clients, nos audiences? Quels sont les sujets qui les intéressent et sur lesquels nous, on est légitime et apte à prendre la parole? Quels sont les formats de contenu? Et on va voir un peu plus tard, dans la présentation, quels sont les formats à votre disposition. Quels sont les canaux de communication sur lesquels je peux diffuser ce contenu et avoir des interactions avec mon audience? Et à quelle fréquence, est-ce que je vais publier tous ces contenus? En termes de format, il faut garder en tête que le contenu, c'est quelque chose de protéiforme. Ce mot est encore une fois très complexe, mais je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'adore ce mot, protéiforme. Le contenu, c'est vraiment quelque chose qui peut se matérialiser sous la forme d'écrits, des blogs, des articles, des e-books, mais des choses aussi beaucoup plus courtes, comme des posts LinkedIn ou des tweets, sous forme visuelle, avec des images, des infographies, des vidéos, et sous format audio avec, notamment, on en parlera sur un autre atelier, des podcasts. À vous de choisir en fait le, format qui, est le plus pertinent pour votre audience, pour vos futurs clients, qu'eux prennent plaisir à consommer et qu'ils ont le temps de consommer et l'envie de consommer. Par exemple, si votre clientèle est, plutôt, un peu, ouh là là, excusez-moi, attendez, je vais quitter Slack parce que sinon on va être embêtés. Si votre clientèle est un petit peu senior, vous n'avez aucun intérêt à aller sur, un réseau social comme TikTok, par exemple, ou à faire des vidéos sur YouTube parce que c'est pas forcément, les formats qui vont le plus les intéresser. Peut-être que ce qu'ils veulent, c'est des guides ou des, petits, contenus actionnables sur LinkedIn sous format de post, typiquement. À vous de voir ce qui correspond le mieux à votre clientèle et à votre future clientèle, mais aussi à vous, vos capacités. Et j'avais envie de faire un zoom sur plusieurs formats de contenu qui, à mon sens, sont vraiment des formats importants à garder en tête, avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier ou non. On ne va pas y passer trop de temps, mais c'est important de les connaître. Le premier, c'est le SEO. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. SEO, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization, autrement dit référencement naturel. Et le SEO, ça consiste à optimiser de manière organique le positionnement d'une page web dans les résultats d'un moteur de recherche. Concrètement, l'objectif ultime du SEO, c'est de faire apparaître la page web que vous avez travaillée dans la première page des résultats de recherche du moteur de recherche que vous avez choisi. En général, Google. Pourquoi? Parce que Google représente, je crois, plus de 89% des recherches effectuées en ligne dans le monde, ce qui est quand même relativement énorme. Les autres moteurs de recherche pâlissent un petit peu à côté et c'est pas très intelligent de faire une stratégie de référencement sur Safari, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dessus. Concrètement, comment ça marche, le SEO? En fait, il y a ce qu'on appelle des web crawlers, rampants, je crois que ça veut dire en anglais. C'est pas chouette comme nom, mais en fait, c'est assez parlant par rapport à l'action de ces petits robots.
Donc, c'est des petits robots araignées créés par Google qui, en fait, vont se balader sur le web et qui vont indexer tous les contenus trouvés, toutes les pages web. En fait, vous pouvez imaginer ça comme des petites araignées qui font des petits bonds de page web en page web en fonction des liens entre différentes pages web. Donc, comme une espèce d'énorme toile d'araignée qui, en fait, est le World Wide Web. C'est pour ça qu'on appelle ça le World Wide Web, d'ailleurs. Et en fait, les crawlers de Google, ils se baladent d'une page à une autre, ils scannent la page et ils vont l'indexer en fonction de règles d'un algorithme qui est tenu secret par Google et que personne ne connaît, mais que tout le monde essaye de comprendre, parce que c'est important pour le SEO. Et pour toute recherche de mots-clés dans Google Search, une fois que la page a été indexée, Google va analyser, Google va aller dans sa librairie de tous les contenus indexés sur le mot-clé que vous avez tapé dans Google Search et va essayer de vous afficher les résultats les plus pertinents pour vous, en fonction aussi de plein de paramètres. Et en fonction des réactions des utilisateurs aux résultats proposés sur la recherche par Google. Par exemple, si la personne va sur la première page des résultats et reste 10 minutes sur cette page parce que le contenu est pertinent et qu'elle lit ce contenu, Google va se dire « Ah ok, ce contenu était pertinent, donc je l'ai bien indexé et en plus il est bien, donc je vais lui mettre des points de bonus. » En revanche, si vous cliquez sur le premier lien et que vous repartez directement ou que vous ne cliquez pas sur le premier lien et que vous allez tout en bas de la première page de résultats de recherche, Google va se dire « Ah, j'ai mal géré mes recommandations, donc là, les premiers contenus, je vais les pénaliser. » Donc, en fait, c'est intéressant de se dire que le référencement, c'est quelque chose qui a lieu en continu, puisqu'il y a des centaines de milliers de recherches Google chaque seconde, et qu'en fait, en fonction des comportements de chaque personne qui fait une recherche sur un mot-clé, Google va agencer le positionnement et la visibilité de chaque page web indexée sur ce mot-clé. Donc, c'est une concurrence qui est impitoyable et qui est constante. Pourquoi impitoyable? J'aime bien cette petite image parce que ce que ça dit, c'est que le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est la page 2 des résultats de Google Search. Pourquoi? Parce que en fait, quasiment tout le trafic se concentre sur la première page des résultats de Google Search. 32,5% du trafic global en termes de clics, il va sur le tout premier résultat organique, donc en vrai, le premier résultat de la première page de résultats. 17,6% des clics sur le second et 3,5% seulement, mais c'est déjà pas trop mal, sur le 7e lien de la première page. Donc, autant vous dire que personne ne va sur la page 2 des résultats de Google Search. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment, mais moi, je pense que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu besoin de cliquer sur le petit 2 en bas de Google Search pour trouver un contenu pertinent. Parce que Google est plutôt bon pour comprendre ce qui est intéressant pour vous en fonction de vos recherches. Je te le confirme. Surtout si... Ouais, c'est fou, non? Mais moi, je me dis, c'est trop triste parce qu'il y a quand même des milliers de pages sur Google et donc des milliers de sites web qui ne sont quasiment jamais vus. Donc, c'est vraiment une concurrence impitoyable. Mais il y a des manières, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des manières de se référencer très bien et très vite parce que la plupart des entreprises ne connaissent pas et ne sont pas au fait des bonnes règles à suivre pour plaire à l'algorithme. Et du coup, c'est pour ça quand même que l'arme ultime pour vous, pour être visible sur les internets, c'est le blog. Le blog, pourquoi? Parce que plus vous créez de pages web sur lesquelles vous vous positionnez sur un ou plusieurs mots-clés, plus Google va vous donner de la légitimité parce qu'il va se dire ah, ils produisent beaucoup de contenu sur ce sujet-là, donc ils sont légitimes. Mais seulement si vos contenus sont vraiment qualitatifs et que vos lecteurs restent sur la page web qu'ils consultent. Bien sûr, on s'entend là-dessus. Et typiquement, je ne sais pas, moi j'ai découvert Anomia comme ça. C'est un média dédié aux avocats qui s'en sort plutôt bien puisque ils arrivent sur certains mots-clés en première page des résultats de Google Search. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, que plusieurs cabinets font aussi. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Yes. Je vais vous montrer comment ça marche juste maintenant. Il y a des cabinets qui s'en sortent très bien sur les résultats organiques. Il faut faire la différence entre les résultats sponsorisés et les résultats organiques. Quand je tape dans Google « avocat droit du travail », tout ce qui apparaît là, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4 annonces. Là, il y a écrit « annonce ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que JM Avocat, Alexia, Ariuberge Avocat et DJS Avocat, ils ont payé pour être référencés tout en haut de la première page des résultats de Google Search. Donc, en fait, ces cabinets-là, ils sont sur le SEA, donc le Search Engine Advertising, sur Google Ads, et donc, ils payent pour les impressions, donc pour être visibles sur les résultats de recherche par rapport à ce mot-clé sur lequel ils ont parié. En revanche,
Quand on va en dessous de ça, quand on descend un petit peu la page, ouh là là, j'ai fait des bêtises, pardon. Quand on descend un peu la page, on arrive là-dessus. Et ça, en fait, c'est des résultats, ce qu'on appelle organiques, donc c'est purement du SEO. Et comment est-ce que Michel Bauer, avocat Bordeaux, Star of Service, litige.fr et Franck Muller, avocat, ont réussi à se positionner en première page? Tout simplement parce qu'ils ont créé des pages web qui étaient bien optimisées SEO et qui étaient en fait, créé dans le respect des règles de référencement de Google. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer de mettre en place assez rapidement parce que c'est ce qu'on appelle un quick win généralement. Faire un petit audit SEO sur son site et voir comment on peut améliorer son référencement sur ces mots-clés d'expertise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Bon, pas grand-chose, mais gardez en tête que la création de contenu écrit, elle peut servir votre visibilité en ligne et votre référencement assez facilement. Deuxième format de contenu vraiment intéressant pour vous sur votre secteur, je pense, c'est les tutoriels et les guides. Ça consiste vraiment à apprendre à votre audience à faire quelque chose et c'est une des manières les plus efficaces d'engager votre audience et de créer de la récurrence dans votre touchpoint. Touchpoint, c'est quoi? C'est les points de contact entre vous, donc votre cabinet, votre image de marque et vos audiences et de créer aussi un contact direct. Je m'explique. Les tutoriels et les guides, ils se manifestent sous 3 grands formats principaux. Le premier, un format écrit long, qui est consultable sur votre blog ou votre site. Donc du coup, c'est typiquement, des grands articles qui font 3 000-4 000 mots, et donc qui vont servir non seulement votre notoriété, mais aussi votre référencement. Il y a également le format PDF ou PNG. C'est quelque chose qui peut être téléchargeable sur votre site ou une page web de votre site, en échange de l'adresse mail de la personne qui veut le télécharger. L'objectif de ce contenu-là, c'est pas forcément le référencement puisque, le guide est au format PDF, donc il n'est pas indexé par Google, mais il va faire de la conversion sur un CTA, un call to action précis et du coup, vous allez convertir une personne qui a visité votre site en, en futur client potentiel parce que vous aurez récupéré son adresse email et vous allez pouvoir lui envoyer des contenus, au fur et à mesure, comme une newsletter, par exemple. Troisième format intéressant, le format vidéo. Des vidéos, par exemple, publiées sur une chaîne YouTube, si c'est pertinent pour votre audience, hein, encore une fois. Mais je connais quelques cabinets comme le cabinet Bold qui ont une chaîne YouTube parce qu'ils s'adressent plutôt à des entrepreneurs. Et pour eux, c'est assez pertinent d'être sur un format interactif et relativement moderne. Le format vidéo, c'est notamment au service de votre notoriété, encore une fois, mais aussi potentiellement de votre référencement parce qu'il y a du SEO également sur YouTube. Ça permet aussi d'engager votre audience. Troisième format intéressant, la co-création. La co-création de contenu, c'est s'associer en fait avec peut-être un autre cabinet ou bien un expert sectoriel sur votre sujet d'expertise pour créer un contenu à forte valeur ajoutée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous permet de toucher de nouvelles audiences, puisque vous allez avoir accès à l'audience de votre partenaire de co-création, d'explorer des territoires d'expression connexes. Potentiellement, votre partenaire a des sujets d'expertise sur lesquels vous avez envie de commencer à vous positionner et c'est une bonne manière de mettre un pied dedans. Vous pouvez bénéficier de la crédibilité de ce partenaire, démultiplier votre portée, donc votre visibilité, mais aussi récupérer ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire un lien vers votre site depuis le site de ce partenaire qui potentiellement va vous amener de la portée et de la légitimité auprès de Google. Encore une fois, ça c'est du SEO. Je vous montre un exemple qui n'a rien à voir avec votre secteur d'activité, mais que moi j'avais mis en place. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai co-créé un long guide sur le personal branding. Non, c'était en 2020, donc c'était il y a 1 an. Un long guide sur le personal branding avec la boîte numérique, qui est un média dédié aux freelances, aux indépendants, avec donc du coup les co-créateurs de cette boîte numérique. Et j'ai coécrit ce guide avec eux qui a été publié sur le site de la boîte numérique. Donc, clairement, c'était un super long guide de 3 000-4 000 mots. Le référencement, il a bénéficié à la boîte numérique, mais ils avaient une légitimité beaucoup plus forte que moi sur le secteur et une audience beaucoup plus développée. Donc, l'intérêt pour moi, ça a été qu'ils ont mis un lien sur ce guide vers The Storyline. Et aujourd'hui encore, je reçois du trafic depuis ce guide-là sur mon site. Et ça fait plus d'1 an que le contenu a été créé. C'était en mars 2020, je pense. Donc, c'est vraiment l'illustration que l'inbound a beaucoup, beaucoup de valeur et vous permet de jouer un jeu sur le long terme. Autre format intéressant, les webinaires.
Alors, avec quand même un point de vigilance, parce que ces derniers mois, on remarque qu'il y a quand même beaucoup moins de fréquentation et que les webinaires ont vraiment eu leur heure de gloire pendant le confinement, enfin les confinements successifs 2020, début 2021. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, quel que soit le secteur d'activité, et à vous de me dire si vous partagez ce ressenti, mais que les gens en ont un peu marre de passer 1 heure sur un webinaire en ligne. Ceci dit, vous êtes là et encore une fois, merci à vous. Donc, ça dépend vraiment du sujet abordé, du format, mais attention, les webinaires à prendre avec des pincettes. C'est un format qui reste intéressant et je pense qu'il va bien sûr rester pérenne, mais c'est moins facile qu'avant d'avoir un public large sur une horaire précise. Et du coup, les webinaires, il va falloir comprendre comment les recycler, comment les rediffuser pour pouvoir toucher plus d'audience. Ce qui est quand même intéressant avec les webinaires, c'est que vous pouvez éditorialiser et cibler de manière poussée, éditorialiser le contenu et cibler de manière poussée l'audience que vous voulez avoir sur ce webinaire. C'est un contenu qui est très recyclable. Vous pouvez en faire un replay, vous pouvez en faire des articles de récap. Et c'est aussi une bonne manière d'entrer en contact avec vos audiences pour ensuite leur envoyer d'autres contenus parce que pour s'inscrire à votre webinaire, ils vont vous donner leur adresse mail encore une fois. Mais attention, ça demande un engagement dans le temps. Quels outils pour un webinaire intéressant? Il y en a 2 que j'aime bien. J'aime beaucoup Livestorm, qui est un outil qui a une très belle interface utilisateur, une très belle expérience utilisateur, UX, UI, qui permet notamment aux participants de poser des questions et les autres participants peuvent voter et plus soyer les questions pour les faire remonter dans le chat. Il y a aussi des sondages en live, donc c'est vraiment quelque chose de très interactif. Le petit enfin l'aspect négatif, c'est que Livestorm, c'est payant. Deuxième outil, bonne alternative, excellente alternative même, c'est Zoom. Hem, l'enregistrement des conférences est inclus dans la version gratuite, mais sur Zoom, il y a moins de fonctionnalités pour engager l'audience. Et donc ça dépend vraiment de votre objectif avec le webinaire, mais si vous avez envie d'interagir avec votre audience, ce sera moins facilité pardon, n'importe quoi, par Zoom. Ça, c'est très bien. Donc on a parlé de différents formats de contenu, et c'est la moitié du travail. Mais attention, il y a encore 50 du travail qui vous reste à faire une fois que vous avez défini vos formats et que vous avez commencé à les mettre en place. C'est comment, faire, découvrir votre contenu, comment l'amener à votre audience de manière, non intrusive, de manière organique. Et en fait, ça passe par, la promotion et la promotion, c'est alors ça dépend, hein, il y en a qui disent que c'est 80 du travail. Moi, je pense que c'est la moitié du travail. Bien sûr, gardez en tête que la priorité doit être la qualité de votre contenu, parce que c'est ça qui va créer, la légitimité, l'expertise et la confiance avec votre audience et vos futurs clients. Mais plus vous mettez ce contenu en valeur et plus vous communiquez autour, plus il va être, en mesure de trouver son public. Et ça passe par identifier les bons canaux de communication. Il y en a un paquet. Je vais faire un petit overview des canaux, que vous pouvez garder en tête. Les premiers, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Donc comme on disait, les réseaux sociaux ont moins d'incidence sur la décision d'achat, mais ils ont une incidence énorme sur la découvrabilité. Attention cependant, on ne communique pas de la manière sur chaque réseau social. C'est important d'adapter son style. TikTok, par exemple, bien que je doute que vous ayez un intérêt à vous positionner sur TikTok, à moins que vous pariez sur le très très long terme et que vous vouliez atteindre les plus jeunes générations le jour où elles auront besoin de services de services d'avocats. TikTok, c'est plutôt des vidéos courtes et humoristiques. Instagram, c'est plutôt de l'influence et de l'inspirationnel. YouTube, c'est très axé vers des tutoriels, des choses un peu actionnable. LinkedIn, c'est des ressources, de l'opinion professionnelle et de l'inspirationnel professionnel. Et Twitter, c'est beaucoup de ressources, d'idées, d'opinions politiques, engagées, etc. C'est un outil un peu plus peut-être, j'ai envie de dire intello entre guillemets, par rapport à LinkedIn. LinkedIn étant, à mon sens, l'outil le plus répandu et le plus impactant en France aujourd'hui. Il y a certaines entreprises qui réalisent 60 de leur chiffre d'affaires à partir de personnes qui les ont découvertes sur LinkedIn. Enfin, quand je dis 60 des entreprises, non, c'est une entreprise qui s'appelle Germinal, qui est une entreprise de service, de conseil en marketing. Et c'est les seuls qui ont communiqué leur chiffre d'affaires de manière transparente, donc les autres, je ne sais pas. Mais LinkedIn est quand même une source intéressante de communication pour trouver une audience qualifiée pour vous. Il y a des sites spécialisés
Alors, Product Hunt, c'est quand même assez niche, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a des sites qui listent des prestataires, des offres, des contenus. Et typiquement, il y a beaucoup d'entreprises, quand elles ont créé un contenu vraiment de valeur, elles vont aller le mettre sur Product Hunt pour le faire découvrir par l'audience et la communauté Product Hunt qui est internationale et qui est très développée. Mais il y a aussi des sites spécialisés, plutôt blog, par exemple, Coder Mag, alors pas pertinent pour vous bien sûr, mais sur, votre, niche, pourquoi pas aller faire appel à, j'ai oublié leur nom, j'y retourne très vite, Anomia et créer du contenu gratuit pour eux, pour être référencés sur leur site. Il y a des sites qui listent les 10 meilleurs, par exemple, cabinets sur le droit du travail, les 10 avocats les plus populaires de France et c'est intéressant d'aller trouver ces sites-là pour essayer de vous faire référencer, chez eux et bénéficier de leur, encore une fois, c'est de la co-création de contenu, de leur, portée pour être plus visible. Il y a aussi bien sûr des communautés d'intérêt. J'aime bien, l'exemple de Shine qui est une banque, une néobanque en ligne. Shine, en fait, ils avaient un blog et un groupe Facebook, avec une communauté avant d'avoir un site pour vendre leurs produits et ils ont vraiment développé une communauté très forte et très engagée avant même, de rentrer dans un discours commercial, et aujourd'hui, ben, c'est une marque qui est très, très, très appréciée par, sa clientèle. Parce qu'ils ont vraiment créé de la confiance et créé beaucoup de contenu pour les entrepreneurs qui sont leur cible principale, pour les aider à comprendre la fiscalité et les droits et les devoirs de l'entrepreneur en termes de comptabilité. Attention pour les communautés, c'est important d'intégrer les règles de chaque groupe et de devenir un membre actif avant de demander quoi que ce soit, et de faire, son autopromotion et d'ailleurs, mieux vaut essayer de limiter l'autopromotion au maximum et pourquoi pas, dernière étape, créer votre propre communauté. Il y a aussi dans tous les secteurs des influenceurs et les influenceurs, c'est quelque chose qui est de moins en moins, de plus en plus plutôt incontournable. Heu, Ça peut être intéressant pour vous de poser des questions à des experts et les intégrer, dans votre contenu. Par exemple, pour reprendre la boîte numérique, pour le guide du personal branding, on avait demandé à 10 influenceurs leurs conseils sur, pour un personal branding réussi et du coup, bah, on l'avait relayé sur LinkedIn et eux aussi l'avaient relayé sur LinkedIn, ce qui a fait une explosion de la portée de ce contenu, sur le réseau social LinkedIn. Et il y a autre chose, une autre méthode qui est vraiment, importante à maîtriser, qui est le «recyclage» entre guillemets de son contenu pour démultiplier ces points de contact, entre vous et votre audience. Alors qu'est-ce que c'est le recyclage? C'est une approche, qui nous vient tout droit des États-Unis, qui a été, théorisée par, un entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk, et qu'il a appelé la pyramide de contenu. La pyramide de contenu, c'est très simple, c'est une pyramide inversée qui consiste à créer un contenu à très forte valeur ajoutée, soit long. Par exemple, un épisode de podcast, un webinaire typiquement, un long guide, puis à, en fait, à comment, je sais pas quel est le meilleur mot, en fait, recycler, mais en, découpant, ouais, découper, c'est pas mal. En découpant ce gros contenu en plein de petits formats de contenu. Par exemple, des citations, visuelles, des infographies, des sous-articles, des zooms, des extraits audio si c'était un webinaire ou un podcast et cetera, que vous allez ensuite distribuer sur les réseaux sociaux. Pourquoi on fait ça? Pour, encore une fois, démultiplier les points de contact entre vous et votre audience sans être intrusif et toujours en délivrant de la valeur puisqu'en fait, les micro-contenus, ce qu'il appelle les micro-contenus, que vous allez promouvoir sur les réseaux sociaux, ils ramènent un gros contenu à forte valeur ajoutée et ils permettent d'asseoir votre légitimité et aussi de ramener vers, votre site web ou, votre un cas d'usage assez classique que j'aime bien, c'est, le cas d'usage du podcast Phoenix, qui est un podcast dédié à la culture de l'échec, et donc chaque semaine, Enzo, le créateur de ce podcast, il va, sortir un épisode du podcast et il va ah yes, j'entends un micro qui s'est quelqu'un a une question? Non, OK. Et vous pouvez n'hésiter pas à me poser des questions dans le chat. Désolée, je ne vois pas, le chat, du coup, je vous répondrai après. Mais du coup, chaque semaine, du coup, Enzo, pour un épisode, il fait 6 contenus différents qu'il poste chaque jour sur son compte Instagram. Donc encore une fois, pas forcément pertinent pour vous, mais c'est pour vous montrer l'idée. Avant la publication de l'épisode, il y a un indice sur l'invité et sur le sujet. Une fois que l'épisode est publié, il y a un premier visuel
qui présente l'invité et la thématique. Ensuite, il y a un post citation visuelle. Ensuite, il y a un post citation audio. Ensuite, il y a un post qui n'a rien à voir, un peu inspirationnel. Et enfin, il y a les valeurs de l'invité parce que c'est quelque chose que Enzo demande à chaque fois systématiquement dans son podcast. Il demande à son invité quelles sont ses valeurs. Et donc, du coup, il transforme ça en post à part entière. Donc voilà, c'est pour vous donner l'idée. Dans le gros contenu qui est l'épisode de podcast, il y a plein de micro-contenus. Ah bah là, il y a encore un épisode, un extrait audio. Donc, il y a plein de manières d'extraire des petits bouts de contenu qui vont être plus digestes et plus actionnables pour votre audience. Et vous pouvez faire ça de plein de manières. Vous pouvez faire un webinaire, le transformer en vidéo sur YouTube, voire le transformer en podcast que vous diffusez sur Spotify. Vous pouvez écrire un livre blanc, le transformer en petits articles et le transformer en encore plus petits posts à diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez transformer une vidéo en article grâce à un outil de retranscription, etc., etc. Vous avez l'idée. Ah bah, j'avais fait un détail. Et donc, du coup, oui, à partir de l'épisode de podcast de Enzo, il y a plein de différents formats de micro-contenus qui sont créés. Et pour faire ça, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est super important de se créer un système d'organisation. Dans le milieu, dans le métier, on appelle ça un calendrier éditorial. C'est la meilleure manière de lister l'ensemble des formats, des contenus à produire et de vous assurer que vous faites ça en temps et en heure et que en fait, vous êtes bien à jour sur l'ensemble des choses que vous vouliez produire, mais aussi que vous avez une répartition homogène sur les différents canaux que vous avez envie, sur lesquels vous avez envie de communiquer et sur les différents formats que vous produisez. Et donc, du coup, justement, je finis là-dessus. Je vous ai fait un petit calendrier éditorial, un modèle que vous pouvez retrouver sur ce lien et que je vous invite à télécharger et à dupliquer et à vous approprier si vous en avez envie. Voilà, c'était un peu dense. Il me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire rendez-vous sur The Storyline, que ce soit le podcast, la newsletter ou sur LinkedIn. Et puis, ça va être le moment de prendre vos questions, s'il y en a. Ouais, il y a des questions dans le chat, notamment une question de Migline qui ne comprend pas comment on peut communiquer sur Instagram. D'accord. C'est-à-dire, alors, comment on peut communiquer sur Instagram en termes de méthode ou en termes de type de contenu ou du point de vue d'un cabinet d'avocats? Ouais, je pense que c'est du point de vue d'un cabinet d'avocats. Oui, c'est pour ça que je disais, les réseaux sociaux sont différents. En fait, il faut vraiment identifier les canaux les plus pertinents pour votre audience. Après, je pense qu'il y a des influenceurs sur Instagram, des influenceurs qui sont peut-être un peu spécialisés ou qui vont communiquer sur des sujets liés au droit. Parce qu'en réalité, sur Instagram, il y a tout. Mais comme je le disais pendant l'intervention, je pense que pour vous, le réseau social le plus pertinent, ça va être LinkedIn, bien sûr. Et après, potentiellement TikTok. Mais Instagram reste quelque chose de très inspirationnel sur lequel les gens viennent plus chercher un côté lifestyle qui n'a pas forcément une forme de pertinence vis-à-vis du droit. Ok. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. N'hésitez pas. Vous pouvez allumer caméra et micro si vous voulez poser des questions à Noémie avant la fin de ce webinaire. Ne soyez pas Yes. timide. Et j'ajoute... Ah, pardon. Oui, moi j'ai un blog et j'ai essayé depuis quelques années de faire des articles, etc., pour justement me faire connaître. Mais ce que je trouve, ce qui n'est pas facile, c'est à la fois d'en dire suffisamment pour intéresser les lecteurs et aussi de pas trop en dire parce que sinon, en fait, si on leur donne le renseignement complet, en fait, ils n'auront plus besoin de consultation, etc. Donc, et deuxième chose aussi, ce qui n'est pas facile, je trouve, moi, pour les avocats, c'est que on a quand même tendance à faire des articles qui sont très techniques. Et c'est pareil, le lecteur, il peut s'y perdre un peu. Et c'est pas facile, je trouve, de trouver le bon compromis entre à la fois
quand même être un peu technique pour répondre à la question, enfin donner son avis d'expert, et en même temps, pareil, de pas trop en dire, quoi. Parce que s'il trouve la réponse, il n'a plus besoin de nous, en fait. Oui, je comprends. Alors après, je pense que vous êtes quand même sur des professions dans lesquelles un quidam aurait du mal à s'en sortir tout seul. Euh, et il ne faut pas avoir peur, je pense, de donner et d'être exhaustif, parce que les gens vont pas forcément avoir le temps, l'envie ou se sentir capable de réaliser les choses que vous pourriez faire pour eux, même si ils en ont objectivement la capacité. En fait, le consommateur d'aujourd'hui, il a un temps limité, il a une attention limitée et il a une compréhension limitée des sujets qui l'entourent. Et il va pas forcément. Mais vraiment, ma conviction, typiquement, je vais vous donner un exemple. J'ai co-créé une société qui fait de la formation. Et c'est une formation pour aider les entreprises à créer des communautés. Et aujourd'hui, on a un blog sur lequel, très honnêtement, une grande majorité du contenu des articles concrets donne des réponses qui sont des réponses qu'on partage aussi dans la formation. Mais ce que les élèves vont payer, ce n'est pas forcément uniquement l'information qu'on va donner à travers les articles de blog et le contenu, mais c'est aussi plein d'autres choses qui sont, d'une part, un accompagnement et de la réassurance, parce que c'est des gens qui ne se sentent pas forcément légitimes. Et même s'ils seraient tout à fait légitimes en lisant tous nos articles, ils n'ont pas envie, pas le temps, et ils ont besoin de se sentir accompagnés et rassurés. Je pense que vous, dans votre profession, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi également appuyer. Ils ont aussi envie d'interagir avec des gens au quotidien. Et du coup, en lisant des articles de blog, ils ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est peut-être moins pertinent pour vous, mais ils ont envie de rencontrer d'autres entreprises, d'autres pairs qui ont des enjeux similaires aux leurs. Et du coup, au final, le contenu aujourd'hui dans une économie dans une économie du savoir, c'est plus forcément, à mon sens, la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est la connexion et la relation que vous vendez à votre client. Je ne sais pas si ça fait sens, mais du coup, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur et pas se censurer sur le contenu. Et sur le côté technique, alors ouais, c'est pas facile. C'est vraiment l'enjeu, notamment dans des professions comme la vôtre, de vulgariser et d'avoir une approche très basique, même si parfois ça fait un peu mal au cœur. mais, mais du coup, c'est aussi d'ailleurs une bonne manière de vous assurer que vos clients ne seront pas se débrouiller sans vous. Vous pouvez vulgariser et banaliser, mais ne pas tout dire. Et je pense qu'il y a je mentionnais le cabinet Bold. Je trouve qu'ils sont vraiment très bons dans cette démarche. Ils ont un blog sur lequel ils donnent plein de réponses, ou bien vous allez sur des trucs un peu qui ont pignon sur rue, comme Legal Start, etc., qui ont un effort de SEO très conséquent et qui en disent beaucoup, mais qui ne se privent pas pour autant de leur clientèle. Désolée, c'était très long comme réponse. J'espère que ça répond à vos questions. Ok. J'ai remis dans le chat le lien pour le petit questionnaire pour avoir votre ressenti et le lien sur les prochaines matinales, sur les ateliers pratiques, si vous voulez vous inscrire. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez encore une ou deux questions, Noémie peut vous répondre. Sinon, on mettra un terme à cet intéressant webinaire. Non, pas de questions. Non. Et franchement, moi, si je voulais vous laisser sur... désolée, je me permets, mais vous laisser sur une chose, c'est vraiment ça, c'est de vous dire qu'en fait, ça fait des années qu'on est dans l'économie du savoir, mais aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux et la facilité qu'on a à créer du contenu, c'est plus forcément le savoir et le contenu qui priment. C'est votre identité, vos éléments différenciants et votre capacité à créer un lien, vraiment une relation de confiance avec votre clientèle. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de communauté aujourd'hui et de mode de vie et de brand content, etc. C'est parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme fort, quel que soit le secteur d'activité, et que maintenant, ce qui prime, c'est vraiment ce côté représentation de la marque. Voilà. Merci beaucoup, Noémie, et merci à tous nos participants. Nous allons mettre fin à Merci pour votre attention. cette matinale qui n'en est pas une, mais qui était tout aussi intéressante que les précédentes. Et on donne
Rendez-vous le mois prochain, Noémie. À bientôt. Merci À à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.